regarder maintenant, si vous voulez bien, l'exemple de RTE, donc le grand réseau de transport d'électricité. Vous êtes, alors c'est mon petit cromard, là où vous êtes à cheval sur les deux périmètres. Hein, le premier qui était très strictement, Thibaut et Nathalie, vous avez très strictement rattaché au vrai dur, parce qu'il fallait permettre justement à tout ça de sortir de terre et d'être efficace. Et puis il y a eu tout j'allais dire, ce qui était gris mais ce qui était essentiel et qui permettait l'alimentation finalement d'électricité durant les jours. À vous tous les deux, donc Thibaut, c'est vous qui prenez le manche au début sur Thibaut voilà, donc sur merci, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est vrai. Oui, ce qu'on voulait par cette intervention vite fait, c'est que je dis pourquoi RTE a contribué finalement aux Jeux Olympiques. Une des ambitions de Paris 2024, c'était d'être environnementalement parlant exemplaire et donc de ne pas faire comme dans les autres Jeux Olympiques l'alimentation des sites JO par des groupes étrangers. Donc directement sur le réseau. Ce qui a comme exigence que le réseau soit prêt, soit fiable, soit disponible pendant la période JO. Alors évidemment, on ne fait pas ça au dernier moment, ça c'était le sujet effectivement de l'ouverture, mais il y avait aussi le sujet de préparer en amont des JO certains sites, et notamment le village olympique qui nous occupe, puisque sur le village olympique, on avait un poste à déplacer et effacer, des lignes à haute tension à effacer. Et ça, donc, on a sur deux niveaux contribué aux Jeux Olympiques, dans la préparation, un peu comme des sportifs, on prépare le terrain, puis après on s'entraîne, puis après, quand on est sur le terrain, on alimente les JO de manière directe. Il fallait donc environnementalement parlant être exemplaire, mais aussi socialement être exemplaire. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire ça au détriment, puisqu'on a quand même un délai très fort, très important d'être au rendez-vous, à la fois pour dégager la place pour que le village olympique puisse se faire, et puis être en capacité d'alimenter le réseau et donc d'alimenter les sites. Mais tout ça, on a une mission de service public et on n'est pas consacré uniquement aux JO, c'est-à-dire que pendant les JO, la vente continue. Donc il fallait aussi que ça se fasse, que ça ne se fasse pas au détriment des autres populations françaises, soit franciliennes ou partout ailleurs en France. Donc on avait cet enjeu de faire bien en maintenant une qualité de service partout. Et donc ça nécessite une mobilisation des équipes, le tout évidemment dans le respect des conditions de travail et de la santé, mais c'est un enjeu très fort qui nous a mobilisés pendant 4 ans. Et une des vertus de cette préparation des JO, c'était aussi de se dire qu'on avait le temps, on a pris le temps suffisant pour pouvoir anticiper, préparer. 4 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup en temps. On voit bien la préparation de 2030, on s'aperçoit qu'effectivement, même si on est en phase d'héritage, il y a des choses quand même à mettre en place. Et donc pour ça, on a contribué à faire en sorte que nos équipes se mobilisent, donner l'envie, être fiers de pouvoir participer, qui sont des moteurs très importants aussi dans la capacité des personnels et des salariés à travailler en équipe et en coordination, à la fois en interne, mais aussi avec l'externe, avec Enedis, avec la Solidéo dans le cadre de notre projet d'effacement, puisque, comme je le dis, il y avait une partie de nos équipements à effacer pour permettre au village d'émerger et de vivre. Et puis on avait aussi dans la phase plus opérationnelle pendant les Jeux, faire en sorte que le réseau soit fiable, que le réseau soit disponible et sécurisé. Et ça, c'est des éléments très importants parce que c'était quelque chose qui était assez compliqué à faire, dans le sens où on sait faire le métier, on a nos capacités, nos compétences. Là, sur un périmètre contraint en temps, en géographie, en contrainte externe par la préfecture de police, par Paris 2024, il y a énormément d'opérations à anticiper. Tout ce qui était problématique d'accès aux différents sites avec, je vous rappelle, des badges zone bleue, zone rouge, zone JO qui ont pas mal entité les deux mondes sur ces sujets-là. Il fallait pouvoir anticiper, comprendre ce que ça voulait dire et s'acclimater. Et donc on a beaucoup travaillé aussi là-dessus pour faire en sorte qu'on n'entrave pas notre mission de service public avec ces contraintes. Donc on a fluidifié. Rappelons-nous effectivement ce qu'il y a eu tout au début, qui était l'extrême stress et l'extrême peur de tout un tas de choses. Hein. Complètement. La SNCF s'en est pris un peu dans les dents, si je peux me permettre, vous, pas trop les autres non plus, mais ça aurait pu. Nous, notre job, c'était qu'on ne parle pas de nous pendant les Jeux. Voilà. Et ça a marché, on n'a pas trop parlé de nous, et on était très contents. Et c'est vrai que quand ça a commencé avec la SNCF, il y a eu aussi la film après, juste après, on s'est dit les prochains c'est nous.
Et puis on a pris des dispositions pour faire en sorte que, vous les avez déjà prises, mais on a un peu renforcé certains trucs, pour faire en sorte qu'on puisse travailler le sujet et qu'on soit plus serein. Et puis finalement, cette appréhension elle a été élevée une fois qu'on est rentré dans les jeux. Il y a eu un moment où effectivement on s'est dit c'est bon, on va y arriver, on est préparé, de toute façon qu'est-ce qui peut nous arriver, on a fait tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai que ce sujet d'extrême préparation comme les sportifs, en fait, on y va, on rentre dans la compétition et à la fin on arrive à faire quelque chose de très... De toute façon qu'est-ce qui peut nous arriver, les salariés, et aussi pour la livraison finale des jeux, où on a ce sentiment d'avoir fait quelque chose d'assez unique. Et ça c'est très, très important. Ce que je voulais rajouter aussi sur ce sujet, c'est qu'il y a une mobilisation effectivement importante, 500 hommes jour pendant la période des JO, une forte coordination avec les autres opérateurs, une forte coordination avec les collectivités locales aussi, et puis les organisateurs. C'était quelque chose d'assez complexe, et finalement on va s'en resservir, hein, on l'a dit, hein, pour 2030, pour les JO, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous, de pouvoir faire fructifier cet héritage. On parle d'héritage ou de façon de travailler, mais en tout cas de faire en sorte qu'on puisse parvenir à capitaliser comme les sportifs. On a emmagasiné de l'expérience sur une compétition, on va la réemployer sur la prochaine. Et alors en matière, merci, vous voyez, en matière, j'allais dire, de pilotage et de concret sécurité, parce que là aussi, je veux dire, on est à la fois dans un état d'intensité totale, comme disait Thibaut, il y a le reste des affaires qui continuent, et c'est pas la volaille qui est à l'intérieur, mais elle est à l'extérieur, là complètement, il faut qu'elle bosse, et en même temps, il y a cette ambiance d'objectifs, de délai et de résultats très important. Comment ça s'est passé chez toi, Nathalie ? En fait, nous, on a les deux casquettes. En fait, comme Karine le disait, on est maître d'ouvrage, pardon, justement. On est maître d'ouvrage parce que c'était les travaux que vient de citer Thibaut étaient faits par des prestataires. Donc, on avait ce rôle de donneur d'ordre et d'importance. Alors, Bernard Thibaut a dit tout à l'heure, je crois, si nos salariés vont bien, tout va bien, mais ceux d'à côté, tant pis. Et non, ça, on le sait tous que de toute façon, en matière de prévention, on ne peut pas regarder qu'un seul morceau des chantiers. Donc, il y avait tout ce travail de fond à faire avec la maîtrise d'œuvre, l'accompagnement que l'on a pu avoir, et puis quand on parle de prévention et de santé, il faut parler la même langue. C'est une réussite globale, c'est pas ou le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre qui réussit, mais c'est bien tous ensemble avec une volonté d'y aller. Donc ça, c'était pour l'aspect plutôt anticipation sur les travaux. Comme le disait Thibaut, il y a le village olympique nous attendait. Hein, il fallait que les pylônes aient disparu pour qu'ils puissent se terminer. On avait aussi un site en exploitation à côté. Alors il y avait les crèches, les écoles, mais nous on faisait du 3x8 aussi à côté. Donc il fallait gérer les accès. Ça a été aussi quelque chose qui a pu être stressant. Alors là, pour le coup, pas forcément par rapport à tout ce qu'il y avait à préparer pour les JO, mais dans la vie des salariés, de se dire, arrive à un moment, je vais plus rentrer sur mon lieu de travail, où je vais plus en sortir. Et il y a eu un gros travail de fond de fait avec la DRH aussi là-dessus. Donc, si je passe du côté salarié cette fois-ci. Alors, comme l'a dit Thibaut, en fait, il fallait pas parler de RTE, parce que si on parlait de RTE, c'est qu'il se serait passé quelque chose de mal. Et donc, donner le sens à des salariés quand on sait qu'il faut surtout pas que on parle d'eux, il fallait trouver d'autres motivations. Et là, le monde du sport a été fabuleux. C'est-à-dire, il y a eu une vraie comparaison qui a été faite entre le travail de fond d'anticipation, de préparation des sportifs. Lors des JO, les salariés en ont témoigné. En fait, c'était leur contribution à ce que les sportifs puissent intervenir et puis faire leurs exploits dans de bonnes conditions. Il n'était pas question de faire ça dans le noir. Hein. Déjà, ils avaient connu le Japon avant en Covid sans public. Alors, si en plus là, ils n'avaient pas eu d'électricité, ça commençait à être très difficile. Et donc, tout ça a fait que, effectivement, c'était donner du sens, faire ce parallèle avec le monde du sport. Qui a beaucoup de sens et qui a pu donner cette envie. Thibaut l'a dit, hein, c'était en plein été, il fallait absolument qu'on soit sur le pont et invisible. Et donc c'est ce que les salariés de chez nous ont pu faire avec l'anticipation, la présence sur le terrain aussi. Hein, les managers aussi ont été très présents pour pouvoir embarquer tout ce monde. Et de la même manière, on n'a pas eu d'accident ni grave ni mortel. Et on en est tout à fait fiers. Je voudrais juste rajouter très court. Hein. Un tout petit peu plus fort parce que... Juste très court. Faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui on est tous très heureux, mais que quand ça a démarré, on était quand même dans un JO-bashing fort,
où finalement on n'était pas bon, on ne serait pas prêt, etc. Donc il y avait toute cette atmosphère un petit peu anxiogène quand même sur la capacité à faire, qui n'est pas simple dans la mise en place, dans les relations de travail, etc. Parce que vous avez des forces un peu négatives qui peuvent vous tirer vers le bas et qui peuvent créer des conditions de travail qui peuvent être difficiles. Et ça, on l'a pu le dépasser en ayant confiance dans nos équipes et nos savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important au sein de notre entreprise. Merci, ça sera sans doute la partie des enseignements sur lesquels on va revenir tout à l'heure. C'est que, je veux dire, finalement, la charge mentale d'un certain côté qu'il pouvait y avoir avec ce que vous dites, c'est-à-dire le géobashing à ce moment-là, ça ne devait pas être de la tarte, effectivement. Alors, merci à vous. On va passer si vous...